Bien que les îles ABC soient indépendantes, elles font partie du royaume hollandais. Tout en sachant qu'il n'y a pratiquement rien ou très peu à voir sur ces îles, nous avons néanmoins produit une idée. Les trois îles font partie des Antilles Leeward et se situent devant la côte du Venezuela. Nous commençons avec Aruba. La devise de Aruba est inscrite sur les plaques de voiture. One Happy Island, ou en français, une île heureuse. Aruba est la plus petite des îles ABC, en majorité plate. Sa plus grande longueur est de 30 km et sa largeur de 9 km. Sa capitale se nomme Oranjestad et a la réputation chez les touristes d'être un paradis pour le shopping. Grâce à sa construction haute en couleurs, le plus grand centre commercial de l'île est déjà visible de loin. Ses coupoles nous donnent l'impression d'être dans un pays arabe, bien que l'architecture hollandaise ait certainement aussi eu son mot à dire. Comme presque sur toutes les îles aux Caraïbes, il y a ici aussi Little Switzerland, avec une sélection énorme de montres suisses, assez luxueuses, avec des prix, parce que détaxés, inférieurs de 30 à 35% à ceux pratiqués aux États-Unis. L'hôtel La Renaissance, entouré de magasins luxueux, se trouve au milieu de la ville et de ce fait n'a pas de plage. L'hôtel est cependant propriétaire d'une petite île qui se trouve à proximité et les clients se font déposer sur la plage de sable par le bateau à moteur de l'hôtel. Cette navette vient prendre les clients au milieu du lobby et se dirige vers une sortie très étroite et en dessous de nous, vers la mer. Aruba a un parlement très modeste. Un peu en dehors du centre, nous découvrons une rue commerçante qui est presque vide. De retour au centre, nous nous émerveillons des immeubles aux couleurs magnifiques et nous nous posons la question de savoir s'ils n'ont pas été construits uniquement comme attraction pour les touristes. En dehors de la ville, nous remarquons ces cactus très hauts qui servent aussi de temps en temps de clôture. Nous nous demandons comment sont arrivés ici ces rochers, car l'île est plutôt plate, partiellement désertique, avec de très belles plages de sable. Avec la visite de cette chapelle isolée, nous terminons notre visite d'Aruba. Notre prochaine destination est l'île de Bonaire. Celle-ci se trouve environ 80 000 à l'est d'Aruba et 50 000 devant la côte du Venezuela. La capitale se nomme Kralendijk, qui veut dire récif de corail. En ce qui concerne la taille de Bonaire, elle se situe au milieu des trois îles, mais avec seulement 15 000 habitants, elle a la plus faible population. Jusqu'à notre arrivée, nous goûtons aux agréments de notre bateau. Notre bateau est amarré et nous pouvons commencer notre visite. Là aussi, la devise de l'île est inscrite sur les plaques de voiture, notamment Divers Paradise ou le paradis des plongeurs. En effet, une barrière de corail entoure l'île et fait sa réputation dans le monde entier pour la plongée sous-marine.
Il y a ici aussi un nombre de maisons typiquement hollandaises qui sont colorées pour nous rappeler que nous sommes dans les tropiques. La ville nous fait une impression très modeste et le luxe est plutôt rare. Quelques tableaux exposés confirment le penchant pour les couleurs brillantes. La vie ici semble être plus tranquille qu'à Aruba, aussi tranquille que ce bateau à voile glissant à travers les vagues. Nous nous décidons d'entreprendre une petite excursion et ici nous trouvons les mêmes cactus hauts et des rochers similaires comme ceux d'Aruba. Au monde, il n'y a que 4 lieux d'incubation des flamands. L'un d'entre eux est ici. Cependant, au loin, nous pouvons observer un seul flamand uniquement. À distance, un phare et à côté, des maisonnettes en pierre. Il s'agit d'abris des esclaves qui, à l'époque, ont été forcés de travailler pour extraire du sel de mer. En face de la baie, nous pouvons observer des petites collines blanches qui, à proximité, se révèlent être composées de sel de mer. Bonaire est depuis longtemps déjà leader pour la production de sel de mer. Ici au sud, les lacs naturels de sel ont été transformés en salines et un quart de la surface de l'île est consacré à la production du sel de mer. Nous découvrons de nombreux cairns. Il s'agit d'amas artificiels de pierre, très populaires en Amérique du Sud, et qui servent d'autels. Ils ont une signification religieuse. La côte est de l'île, orientée vers l'Alizé infatigable, est très escarpée et rocheuse. Et c'est ainsi que nous terminons notre visite de Bonaire. Nous avons maintenant atteint Curaçao. Notre bateau est amarré et a hissé le drapeau de l'île. Le drapeau hollandais ne peut évidemment pas manquer. La devise de l'île, toujours sur les plaques des voitures, est Bon Bini, ce qui se traduit comme Soyez les bienvenus. Capitale de Curaçao porte le nom de Willemstad et consiste en 4 quartiers comprenant un grand nombre d'immeubles historiques d'architecture coloniale hollandaise et qui sont presque entièrement protégés par l'UNESCO dans le cadre de son patrimoine mondial. L'île reçoit tous les jours des milliers de touristes qui peuplent surtout les ruelles de la vieille ville. Le marché aux fruits est également un pôle d'attraction car il complète les couleurs des immeubles avec une palette extraordinaire de nuances tropicales. Les fruits et légumes qui sont ici en vente viennent du Venezuela, distant de seulement 60 km. Quelques touristes effectuent un tour de la ville. Le marché des poissons, lui, est moins coloré. Très peu de touristes, peut-être parce qu'il y a très peu à voir. Nous aurions souhaité voir quelques très grands poissons, mais de ce point de vue-là, nous avons été déçus. De même, la variété et les quantités sont modestes. Nous apprenons que les pêcheurs viennent essentiellement du Venezuela. L'entrée du port coupe Willemstad en 2 parties. Il y a donc un ferry qui connecte les 2 parties sans interruption. La course est gratuite et ne dure que quelques minutes.
L'économie ici est fondée sur le tourisme, mais aussi sur l'industrie pétrolière. Les services financiers sont connus comme un paradis fiscal. La majorité de la population est d'origine africaine, descendante des esclaves noirs affranchis en 1863. Le néerlandais est la langue officielle, mais le papiamentu est la langue la plus parlée. Il s'agit d'un créole à base d'espagnol, de néerlandais, de portugais, de français, d'anglais et de langues africaines. Pour connecter les deux bords de la ville pour les piétons et les cyclistes, il y a aussi le pont qui porte le nom de l'impératrice Emma. Il s'agit d'un pont flottant qui est ouvert plusieurs fois par jour pour faire place aux bateaux entrant et sortant du port. Le pont vide, grâce à des moteurs très puissants, est tout simplement poussé de côté et l'entrée du port est ainsi ouverte. C'est précisément ce que ce pétrolier a attendu pour pouvoir s'approcher de l'entrée du port. Les gros bateaux, comme ce monstre, sont tirés depuis le port jusqu'à la mer par des remorqueurs. Il faut voir également le pont de l'impératrice Juliana, qui recouvre l'entrée du port et qui connecte les deux bords au trafic automobile. Ce pont a une hauteur de 55 mètres et est parmi les ponts les plus élevés du monde. Notre courte visite est malheureusement terminée trop tôt.